Dans le budget du Québécois moyen, le deuxième plus important poste budgétaire est le transport. Tout de suite après les dépenses liées au logement et surtout avant les dépenses liées à l'épicerie. En 20 ans au Québec, la croissance du nombre de véhicules sur nos routes a surpassé celle de la population. On parle d'une augmentation de 2,5 fois. L'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes a également surpassé celle du nombre de personnes détenant un permis. On parle d'un ratio de 1,7 fois. En 2023, le gouvernement du Québec a affirmé que pour atteindre nos cibles climatiques, nous devions atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On souhaite réduire et ou compenser les gaz à effet de serre qui sont la principale cause des changements climatiques. Tout un défi dans un monde où l'auto-solo domine. Près de 90 % de la population bécomoise utilise la voiture pour des déplacements domicile-travail. Le nombre de véhicules motorisés des ménages s'élève à 1,8. De plus en plus de villes s'intéressent à la mobilité durable. La ville de Bécomo n'y fait pas exception. Je m'appelle Anne-Édith Daou. Bienvenue à bord de notre balado sur la mobilité durable, où chaque épisode est une invitation à repenser nos trajets, explorer des alternatives de transport concrètes et créer un futur où se déplacer rime avec durabilité. Marie-Hélène Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. On va parler de transport actif aujourd'hui. Tu es kinésiologue en santé publique au Centre de santé et services sociaux de la Côte-Nord depuis 12 ans, quand même. Et tu utilises toi-même, je pense, le transport actif. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ça me tient à cœur, mais des fois, on est un peu cordonnier mal chaussé. Hein? Mais disons que je tends de plus en plus. Puis avec l'arrivée du laboratoire, c'est une motivation supplémentaire à adopter encore plus de saines habitudes de vie. Avec le laboratoire Bécomobilité. Ben écoute, peut-être pour nous mettre en contexte, avant de parler vraiment de transport actif, peux-tu un peu nous dire, c'est quoi le portrait de la sédentarité sur la Côte-Nord? Oui, la Côte-Nord, au niveau de la sédentarité, malheureusement, on a environ 42 % de la population qui est sédentaire. On parle de chiffres qui datent de 2020-2021. Et en transport actif, c'est encore pire. On est autour de 70 % de gens sur la Côte-Nord qui ne font pas du tout de transport actif. Alors que pourtant, presque une personne sur deux habite à moins de 5 km de son travail. Donc, je pense qu'il y a une belle fenêtre pour pouvoir s'améliorer. Absolument. Et c'est sûr que ça va avoir un impact sur la sédentarité des gens. Donc, ils vont devenir de plus en plus actifs. Et c'est ce qu'on cherche. Puis ça ressemble à quoi une journée dans la sédentarité? Parce qu'on a l'impression qu'être actif, tu sais, une journée sédentaire, dépendamment, il y a plusieurs... Le sport est très présent, en fait, sur la Côte-Nord, mais il y a plein de gens qui peuvent ne pas être actifs pendant une journée. Comment on détermine si on a passé une journée sédentaire ou plus actif? Bien, dans le fond, c'est deux concepts. La sédentarité, c'est tout loisir, passe-temps, moment où je suis en position assise ou couchée, excluant le sommeil. Okay. Donc, je pourrais être un marathonien qui s'entraîne, qui fait, je sais pas moi, un entraînement d'1 heure de course le matin avant d'aller travailler. Mais si mon travail est un travail de bureau et qu'ensuite je passe 8 heures en position assise, eh bien, j'ai été sédentaire aussi. C'est incroyable. Alors que l'autre concept, ben, c'est l'inactivité physique. Donc, c'est de dire que moi, je fais moins de 150 minutes d'activité physique par semaine, ben, je suis considérée comme une personne inactive. Fait qu'une personne peut être les deux, sédentaire et inactive. Je sais pas si tu comprends la nuance, la différence. Et c'est ces deux concepts-là qu'on tend à améliorer. OK. Donc, on veut que les gens amènent des modifications dans leur routine de vie, dans leur mode de vie, à vrai dire, pour le plus souvent possible avoir à se lever pour engager les grandes masses musculaires
Et que ce soit en se rendant au travail, en prenant des pauses actives au travail, même le soir. Tu sais, quand je veux écouter des séries, est-ce que je pourrais faire quelque chose en position debout entre mes séries ou plier mon linge debout? Bref, la sédentarité, je pense que c'est juste d'y penser parce qu'il y a plein de moyens de briser nos moments sédentaires dans une journée. Puis j'imagine qu'on n'a pas besoin d'aller faire une demi-heure de marche pour... dans la journée entre deux tâches, là. Ça peut être d'être actif à chaque heure, un petit 5 minutes, un petit 10 minutes, c'est ça? Plus je le fais souvent, moins ça a besoin d'être long. Okay. Donc, effectivement, si aux heures, je prends le temps de le faire, un 5 minutes, ça va être parfait pour dire que je me suis mis en action. OK. Puis on a activé tous nos muscles. On sait depuis longtemps que l'activité physique, c'est important pour la santé. On sait que quel bienfait ça peut avoir, autant sur notre santé mentale que physique, mais c'est quoi les avantages individuels et collectifs du transport actif? Il y en a plus. C'est plus large là, que juste de faire de l'activité physique. Tu sais, c'est sûr que mon cœur de kinésiologue va dire que les principaux bienfaits au niveau de la santé cardiovasculaire, l'impact sur plusieurs maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, c'est incroyable comment de bouger plus peut avoir un impact très direct sur ces maladies-là. Mais ça va plus loin. Donc, la santé mentale, c'est sûr, meilleure humeur, meilleure qualité du sommeil. Donc, nécessairement, on se sent mieux dans notre peau, on se sent mieux dans notre tête. Et l'économie, au prix que l'essence est, veux pas, quand j'utilise mes pieds ou mon vélo au lieu d'une voiture, j'économise dans mon portefeuille et c'est très important au coût de la vie d'aujourd'hui. Oui, effectivement. La santé de la communauté aussi. Donc, sentiment d'appartenance à son quartier, ça a l'air de rien, mais de se promener pour aller au dépanneur, pour se rendre à son milieu de travail, on risque de rencontrer des gens, de les saluer. On est bon sur la Côte-Nord, saluer, oui, dire bonjour. Ça fait pas mal partie de nos petites coutumes. Et puis, on s'approprie le milieu et quand on le fait avec nos jeunes enfants, c'est encore mieux parce qu'ils découvrent le quartier et donc, puis tous les avantages environnementaux aussi. Oui. Donc, au niveau de la pollution, pollution du bruit aussi. Donc, physique, mental, la communauté, l'environnement, l'économie, je dirais que c'est les grands avantages du transport actif. Puis de quelle façon une ville comme Baie-Comeau peut s'adapter et encourager le transport actif? C'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir travailler plusieurs personnes, plusieurs instances ensemble parce que ça se fera pas juste par la ville de Baie-Comeau, ça se fera pas juste par le CIS de la Côte-Nord, mais bien de dire comment on veut faire des petits pas. C'est un peu ça, hein? Changer quelque chose, on veut pas tout radicaliser, il faut y aller un pas à la fois pour faire en sorte que, mon Dieu, c'était facile, c'était simple et on a le goût d'y raccrocher. Donc, c'est sûr que je pense au transport en commun. C'est pas quelque chose que la majorité des Baie-Comois, Baie-Comoises ont été habitués de faire. Ouais. Donc, d'y aller, commencer par une fois, ça sera déjà ça de prix, puis ça va grandir. Pour ce qui est du transport actif, je dirais l'essayer, c'est l'adopter, mais ça aussi, ça demande une certaine organisation de temps. Quand on a des enfants, encore une fois, quand on sait qu'on a plusieurs arrêts sur le chemin, ça demande de l'organisation, mais je pense que, encore une fois, un petit peu, ça va faire en sorte qu'on va avoir le goût de le faire. Puis ça prend des infrastructures, j'imagine, des trottoirs pour s'adapter, une certaine sécurité aussi au niveau des lumières, au niveau de, faire de la place les villes ont été, les villes de la Côte-Nord, mais il y a beaucoup de villes au Québec qui ont été construites pour la voiture, mais pas nécessairement pour les piétons, pour les cyclistes. Ici, c'est quoi un peu ton diagnostic de la ville de Baie-Comeau? C'est-à-dire de quelle façon, de un, ça serait quoi? Qu'est-ce que, je sais qu'il y a des pistes cyclables maintenant à Baie-Comeau qui relient les deux secteurs, donc secteur Mingan, secteur Marquette. Il y a quand même des initiatives qui ont été faites pour favoriser le transport actif. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou
Moi, c'est sûr que je réfléchis dans notre ville, puis nos grands employeurs, là, que ce soit Alcoa, Hydro-Québec, le CIS de la Côte-Nord, le Centre de services scolaires. C'est très difficile d'y avoir accès en transport actif, du moins en vélo. Donc déjà, si on pouvait amener des infrastructures où ce que la majorité des gens vont travailler, ben ça encouragerait grandement les gens à le faire. Ouais. Parce que le sentiment de sécurité est le sentiment numéro 1 si on veut adopter ce changement-là. Absolument. Donc, ça va être aussi un pas à la fois. Oui, on a des pistes cyclables, mais dans plusieurs des cas, nos pistes cyclables sont bidirectionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont 2 voies ensemble. Donc, généralement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une voie de chaque côté parce que les automobilistes ont tendance à regarder juste d'un côté quand ils vont partir avec leur voiture. Donc, si on était capable d'améliorer ces tronçons-là, déjà, le sentiment de sécurité serait plus grand. S'assurer qu'on est un petit peu aussi protégé parce qu'une piste cyclable qui est à même la rue, le sentiment de protection n'est pas le même parce que on sait qu'une voiture peut dévier rapidement puis on n'a aucune protection. Ouais. Donc, des fois, c'est de la mettre surélevée, c'est mettre un petit muret, des bollards pour faire en sorte qu'au moins, on est un peu en retrait de la rue. Tu parlais de trottoirs. Bien, les trottoirs, c'est sûr que l'élargissement des trottoirs pourrait être hyper intéressant. D'avoir des îlots lorsqu'on a des grandes rues, des grands boulevards à traverser pour faire en sorte que quand on arrive au milieu du chemin, si j'ai pas eu le temps de me rendre, bien, au moins, j'ai un îlot de protection au centre, un îlot refuge qu'on appelle. Donc, ça va aussi... quand on veut traverser la rue, si on était capable de ramener nos trottoirs pour qu'ils soient... pour que la rue soit moins large à traverser. Ouais. Donc, des saillies de trottoir qu'on appelle, où on va juste agrandir le bout pour faire en sorte que la rue va être beaucoup moins longue à traverser. Puis ça, je parle de toutes ces adaptations-là, mais on souhaite aussi que ça soit adapté pour toute clientèle. Oui, c'est ça, parce que là, on parle des personnes plus vulnérables, personnes âgées, des enfants, tu sais, c'est des personnes à mobilité réduite également, donc ça, c'est tout un défi. Donc, ça implique qu'il va y avoir une petite pente pour nous amener jusqu'au chemin. Ça ne sera pas coupé carré parce que ça a l'air de rien, mais une marche pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, c'est tous des efforts supplémentaires. Rallonger les feux piétons parce que présentement, des feux piétons, généralement, c'est fait pour un adulte qui est en forme. Qui a le temps de traverser. Mais justement, avec toutes les clientèles qu'on vient de nommer, généralement, eux sont rendus à mi-chemin quand ça se met à clignoter. Donc, sentiment d'insécurité qui augmente. Oui, absolument. J'ai eu la chance de visiter la ville de Drummondville où ils ont fait plein d'améliorations. Et eux, la façon qu'ils ont commencé, c'est autour des écoles. Okay. Il y avait une acceptabilité sociale de faire en sorte que quand il était rendu à retravailler un secteur de la ville, ben c'est à ce moment-là qu'ils amenaient toutes ces modifications-là. Et ça commençait toujours dans les secteurs scolaires. Et petit à petit, ben ça a pris de l'ampleur et la ville est beaucoup plus adaptée au transport actif au fil des années. Oui. Donc, tu le dis, c'est un peu au fil des années que ces améliorations-là vont s'ajouter. Là, on a les infrastructures qu'on a actuellement à Baie-Comeau. Comment on peut faire pour rendre aujourd'hui le transport actif plus attractif? Je pense qu'il faut amener un changement de la norme et si on pouvait montrer qu'on est plusieurs à le faire, bien nécessairement, ça va amener un élan vers avoir envie de le faire. Je vois les autres le faire, bien let's go, moi aussi je suis capable. Partir une nouvelle mode. Oui, ça devient une norme comme dans plein d'autres villes ou pays d'Europe où les piétons, les cyclistes sont au même niveau que les automobilistes. Oui. Et, tu sais, je pense aux écoles, là. C'est sûr que si les jeunes marchaient en plus grande quantité ou prenaient le vélo,
On diminuerait le nombre de voitures aux abords des écoles, on augmente la sécurité, puis ben on est une masse à se déplacer, donc on est vu beaucoup plus sécuritaire tout au long du trajet. Donc, je pense que si on est capable d'initier ça chez nos jeunes, ben on va peut-être avoir des chances que ça se prolonge à l'adolescence puis à l'âge adulte, bien sûr. Et de quelle façon les automobilistes et les gens en transport actif, donc les cyclistes, les piétons, peuvent cohabiter dans une même municipalité? C'est une bonne question. Parce qu'on a des gros camions, on a des gros VUS qui prennent beaucoup de place, qui sont souvent très hauts. Donc, c'est difficile aussi pour eux de voir... tu sais, moi, je me rappelle quand l'été arrive, souvent, il y a de plus en plus de messages qui disent « Oubliez pas, il y a des motos sur la route. » Et les automobilistes ont à peine, tu sais, des fois, voient pas les motos arriver, puis en début de saison, il y a un peu plus d'accidents, mais je me dis, un piéton, un cycliste, c'est encore plus des personnes vulnérables face à ces voitures-là qui sont, tu sais, on parlait de pays en Europe où il y a les vélos qui côtoient les voitures, mais les voitures sont beaucoup plus petites en Europe. Donc là, comment on peut faire cohabiter tout ce beau monde-là ensemble? Oui, ben, je vais renchérir sur ce que tu viens de dire. Dès qu'on conduit un VUS, c'est prouvé que la visibilité face à un piéton ou un cycliste est diminuée. Bon, fait que premier point, on va se mettre à reconduire des petites voitures. Oui, mais sur la Côte-Nord, en hiver, c'est quand même pratique ou d'aller dans le bois aussi. Je dirais que la fille en santé publique parlerait d'éducation. Je pense que déjà d'utiliser les passages piétonniers, donc et que l'automobiliste respecte le passage piétonnier quand quelqu'un est sur le bord de s'engager. Déjà, je pense que ça serait un premier pas pour la cohabitation. Pour le cycliste, ben, faire les arrêts comme il se doit. Et encore une fois, l'automobiliste se doit de respecter et de se dire « Oh, je donne priorité au vélo, aux piétons. » Mais l'éducation, je pense, serait le premier point, puis qu'on ait le goût d'embarquer collectivement, de dire « Hey, oui, on est capable de s'arrêter à un passage piéton. Ça se fait partout ailleurs au pays, tu sais. Ouais. Je pense que nous autres aussi, sur la Côte-Nord, on peut adopter ces comportements. Mais est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que c'est plus difficile en région éloignée d'adopter ce type de mode de transport-là ou c'est un défi pour presque toutes les municipalités, qu'elles soient grandes ou petites? Le transport actif? Oui. Bien, les chiffres disaient, je vais parler pour Bécomo, mais 12 % de la population est à moins d'1 kilomètre de son travail. Donc, je pense que déjà, on pourrait se dire, si je fais partie de une personne sur 10 là, est-ce que je pourrais l'utiliser, mes jambes, là, pour... Mais qu'est-ce qui fait qu'on prend notre voiture? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque de volonté? Pourquoi que ces statistiques sont aussi un peu désarmantes, là? Oui, bien, j'oserais dire effectivement le temps. Tu sais, si j'ai plusieurs arrêts à faire parce que je dois arrêter de faire des courses, j'ai un enfant à aller porter à la garderie, c'est sûr que ça peut complexifier peut-être. Il y a une question de volonté, c'est certain, là, parce que nécessairement, je vais gagner sur tellement de points. Le seul élément qui va être l'enjeu, c'est le temps. Ouais. Mais le temps ne sera pas vraiment différent si je te parle dans un rayon d'1 kilomètre. Là. Ouais. Et c'est de se dire aussi, là, on parlait d'inactivité physique en début d'entrevue, et ben l'inactivité physique, si j'utilise un moyen actif pour me rendre au travail, ben je vais le faire au moins 2 fois dans ma journée, peut-être 4 si j'utilise mon heure de dîner en plus. C'est des 10, des 15 minutes qui s'accumulent et c'est hyper payant, ça, pour ma santé, puis pour tous les avantages au bout d'une journée. Donc, je pense qu'il y a une question de peut-être prendre un pas de recul sur comment moi j'ai envie d'organiser mes journées, comment moi j'ai envie d'améliorer ma santé physique et mentale, parce que même si on est sur la Côte-Nord, des fois on court après notre temps, mais si on s'organise bien, je pense qu'on pourrait se donner le goût collectivement de passer à l'action.
Et ben, on en a parlé un petit peu, là, le plaisir, la rapidité, la sécurité, c'est souvent 3 critères qui peuvent encourager les gens à adopter un mode de transport actif. Encore une fois, tu sais, les infrastructures, là, j'en comprends, tu sais, qu'elles sont pas nécessairement toutes là, qu'il y aurait vraiment place à l'amélioration, mais est-ce qu'on peut quand même viser dans un futur proche un changement d'habitude chez les Bécomois, Ah, j'y les crois. Ah, j'y Nord-Côtiers? crois Ouais. vraiment. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a la chance d'avoir des écoles de quartier. Donc, encore une fois, je Ouais. reviens au De transport partir. actif pour aller à l'école. On pourrait mettre sur pied des rues écoles où ce que par moment on pourrait fermer la rue puis ça serait réservé uniquement pour les étudiants. Encore une fois, les employeurs pourraient aussi se créer des plans d'action à l'intérieur de leurs entreprises pour mettre des avantages comme des supports à vélo. C'est beau de dire que je veux vouloir aller au travail à vélo, mais si les vélos coûtent de plus en plus cher, donc des fois, on est porté à vouloir bien les protéger. Donc, ça nous prend aussi ce genre d'infrastructures-là qui vont nous aider à protéger et à nous donner le goût de ne pas se faire voler notre vélo. Et ce serait quoi le rôle du Centre de santé et services sociaux dans en matière de mobilité durable, finalement? Bien, premièrement, nous, on est une équipe en santé publique qui peut accompagner les municipalités pour faire des études d'impact à la santé. Donc, quand une municipalité pourrait avoir un nouveau projet, réaménagement d'un secteur, amélioration d'un autre secteur, nous, on peut se pencher sur la question et vraiment questionner le projet et amener de l'information aux décideurs pour dire hey, si vous faites ça de telle façon, ben voici l'impact que ça va avoir sur la santé de la population. Donc, petit à petit, on pourrait s'assurer que les projets qui vont émerger vont avoir tout ce qu'il faut pour améliorer la santé. Sinon, ben, je reviens au rôle d'éducation, promotion. C'est sûr que nous, clientèle, que ce soit les tout-petits aux plus aînés, notre rôle d'aider ces populations-là à amener des changements de comportement, c'est là, je pense, où on peut avoir un impact. Ben oui, puis Bécomo, c'est quand même une ville sportive. Il y a énormément de gens qui font plusieurs sports, là. Que je parle des sports du vélo, de la course, il y a une foule d'activités sportives ici à Bécomo. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas cette habitude-là d'intégrer le transport actif dans leur quotidien? On vient avec une mentalité qu'on a été habitué de toujours être une notion de temps. Ah, ça me prend 5 minutes me rendre là. Ça me prend 10 minutes et je vais être stationnée en avant de la porte. Donc, il y a un peu cette mentalité-là qu'il va falloir amener à changer, de dire « Hey, ça peut me prendre un petit peu plus de temps. » Ou « Hey, si je me stationne dans un stationnement 24 heures puis que je fais quelques pas de plus pour me rendre dans le centre-ville ou... ben déjà là, ça va amener un déplacement de plus. Puis c'est prouvé, là, quand on se rend dans un centre-ville à pied, ben généralement, on y dépense plus parce qu'on prend plus le temps de faire les choses. Donc, tout le monde gagnerait, là, autant l'aspect économique de la ville que l'aspect santé des personnes. Mais il y a un changement de mentalité clairement à avoir, là, de dire, je suis pas obligée d'être stationnée le plus près possible. Je peux, puis de le voir positivement. Yeah, je n'ai pas de stationnement proche. C'est un moyen pour moi pour prendre du temps pour moi, améliorer ma santé. Mais c'est ça. Là, je suis très convaincue, là. Mais il va falloir travailler là-dessus. Ce serait quoi les prochaines étapes? Peut-être pour le comité Bécomobilité, parce que tu sièges sur ce comité-là. Oui. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour mieux sensibiliser les gens au transport actif? Bien, je pense qu'il va falloir, justement, démocratiser un peu je pense au transport en commun, parce que le transport en commun, ça a l'air de rien, mais il faut que je me déplace pour me rendre à l'arrêt d'autobus. Donc, où l'arrêt d'autobus n'est pas nécessairement en avant de l'arrêt où je vais faire
mon arrêt final. Donc, très, très positif pour la santé, encore une fois, des déplacements. Donc, de donner le goût aux gens. Parce que si, comme famille, on décide d'enlever un véhicule, on fait une grosse économie d'argent et du même coup, ben, on est capable d'utiliser d'autres moyens, ça c'est certain. Sinon, au niveau du vélo, je pense que c'est de le faire le plus souvent possible, puis on connaît les sentiers dans lesquels on est on se sent le plus en sécurité, puis voilà. Puis est-ce qu'on peut faire du transport actif ou en tout cas du moins adopter de meilleures habitudes 4 saisons par année? C'est possible. Est-ce que ça prend du déneigement aussi? Il y a On parle d'infrastructure, mais il y a aussi l'accès à différents services, là. Il y a plusieurs enjeux. C'est sûr que quand on parle de la période de l'hiver, ben c'est surtout les personnes qui vont vieillir, eux autres, ils ont peur de chuter, hein, oui, parce que l'hiver, il y a de la glace, il y a la glace. Des endroits moins déneigés que d'autres. Donc, faut repenser. Quand ça va être le temps d'améliorer une section d'un quartier, prendre le temps de bien réfléchir pour pouvoir que le déménagement se fasse facilement. Parce que dans le fond, on est tous humains, là, on cherche toujours la ligne la plus rapide. Oui. Et des fois, à cause du déneigement, c'est pas possible. Donc, je pense que ça va se faire sur plusieurs années, mais quand j'améliore un coin, je pense à mon déneigement et du mobilier urbain aussi. Donc, de s'assurer qu'il y a des bancs qui sont près de la rue. Parce que des fois, il y a des bancs, mais en plein hiver, ils ne seront pas déneigés, ils sont loin. Donc, il faut penser à ça parce que la ville, veut pas, les gens vont vieillir, hein? Donc, on a vraiment besoin d'adapter pour penser qu'on va rester une population active, en santé, peu importe l'âge. Mais, donc oui, c'est possible à faire l'hiver. Même chose, des adaptations qu'on peut faire sur notre vélo. Mais encore une fois, je pense que c'est de se dire, ben je l'essaye, je ne suis pas obligée de le faire 5 jours par semaine. Il y a aussi des endroits où on pourrait dire on ne déneige pas, mais on tape la neige pour que ça soit une surface dure pour circuler à vélo. Donc, il y a plusieurs villes innovatrices en Europe, puis ça s'en vient au Québec aussi, là. Montréal, Gatineau ont des pistes cyclables de plus en plus déneigées, 4 saisons. Donc, je pense qu'encore une fois, si on se sent en sécurité, qu'on a aussi accès à laisser notre vélo. Et je disais, on veut que nos jeunes se rendent à vélo, même l'hiver, mais est-ce qu'il y a une place dans ma cour d'école pour avoir stationner le vélo? Exactement. Ouais, pour ranger le barré, puis... Ça va être vraiment un travail d'équipe entre le Centre de services scolaires, la Ville de Bécomo et toutes les autres instances pour dire, ben... Et les entreprises privées aussi. Tout à fait. Ouais. Et ça serait quoi la ville idéale pour toi en termes de transport actif? Bien, la ville idéale, je pense qu'on pourrait repenser l'espace pour donner moins de place aux voitures. Mm-hmm. Récupérer un peu d'espace pour transport en commun, pour transport actif, bien sûr. Donc, s'il y a moins de voitures qui circulent, nécessairement, c'est qu'il va y avoir une part de la population qui vont utiliser les routes autrement. Si on a un service de transport en commun qui passe plus souvent, bien ça aussi, ça va donner le goût aux gens de dire « Hey, c'est facile, c'est efficace. » C'est possible. Oui. Puis je pense qu'il y a des nouveaux secteurs de la ville qui veulent émerger. Bien, c'est juste de bien réfléchir l'espace quand on va faire les quartiers ou encore quand on va moderniser. Bien, arrêtez de penser que l'automobile est le seul moyen de transport à utiliser. C'est ça. En fait, c'est de diversifier ces modes de transport parce qu'on ne veut pas diaboliser non plus la voiture. On est dans une région qui est éloignée, on se déplace, on fait beaucoup de routes. J'ai l'impression qu'on va toujours avoir besoin de la voiture, mais on peut diversifier nos moyens dans notre quotidien, finalement. Exactement.
Donc, d'utiliser la Ouais. voiture une fois de moins dans la semaine, ben c'est quand même... Ça fait une différence. Ça fait une différence. Autant sur la santé que sur le portefeuille. Tout à fait. Dans le portefeuille, dis-je. Ça serait... est-ce que... bon, tu m'as parlé de plusieurs villes, là, mais est-ce qu'il y a une ville qui t'inspire beaucoup et que tu rêverais qu'on adopte J'ai eu la chance d'aller à Oslo l'hiver dernier et c'est sûr que j'ai tripé de voir la facilité de se déplacer en transport en commun. Que ce soit toutes les applications mobiles. Donc, en transport actif, oui. Oui, c'est ça. Pas, si je prends le transport en commun, je me déplace à pied pour me rendre du point A au point B et la diversité des... C'est sûr que à Bécomo, on n'aura peut-être pas... On n'a pas le même type de population que Oslo. Mais oui, je pense que... Est-ce que ça pourrait aussi de devenir plus attractif au niveau ou en tout cas d'avoir différentes initiatives pour améliorer la mobilité durable à Bécomo? Est-ce que ça pourrait aussi attirer des nouveaux arrivants dans la ville? Est-ce que ça pourrait peut-être faire en sorte que des jeunes qui ont l'environnement très à cœur de venir s'installer à Bécomo ou peut-être des personnes immigrantes aussi qui, eux, dans leur pays, le transport actif fait partie de leur quotidien? Ça va nécessairement attirer des gens, je pense, mais il y en a beaucoup de nouveaux arrivants. Oui. Alors moi, je pense qu'il faudrait aller vers eux puis aller les questionner. Parce qu'ils arrivent de plein de pays, plein de moyens de façons de se déplacer. Donc, je suis certaine qu'ils pourraient vraiment nous inspirer. Moi, je commencerai par ça. Et participer à ce virage-là, là, plus... Qui nous inspire, puis dire « Hey, chez nous, on fait ça, on fait ça. » Donc, je suis certaine qu'on pourrait aller chercher plein d'idées de ces nouveaux arrivants-là. Puis oui, à long terme, on pourrait être la plaque tournante et que ça va vous donner le goût de venir se déplacer facilement et en sécurité à Bécomo. En tout cas, ton enthousiasme est contagieux, contagieuse pas mal. Et toi, c'est quoi ta relation avec le transport actif? Comment tu l'intègres dans ta vie? Moi, c'est que dans mon travail, ma voiture est requise. Donc, j'ai souvent des déplacements à faire dans ma journée avec ma voiture. Cependant, je me fais un devoir avec mon enfant ou ma garderie est près de chez moi de me rendre à pied ou à vélo. Et c'est sûr que quand mon petit garçon va commencer l'école l'année prochaine, ça va faire partie... de notre organisation familiale, de dire « Hey, maman va t'accompagner, puis on va se rendre à l'école à pied. » Puis, il y a tellement de bienfaits associés à ça, mais il faut se donner du temps. Puis ton rapport à la santé, comment tu le décrirais? Comment ça a pris de la place dans ta vie ou comment ça a évolué aussi au fil des ans, l'importance de bouger, l'importance de rester actif? Il y a quelques années, j'ai eu malheureusement un problème de santé qui m'a amené à perdre toute la force et la mobilité dans mes jambes. Donc, je me suis ramassée du jour au lendemain. Marcher était difficile. Donc, j'ai compris maintenant, les gens à mobilité réduite, que dès qu'il y a un obstacle, ça devient très, très difficile quand on est instable au niveau de nos muscles, de notre santé. Donc, je me suis dit, ça m'a botté le derrière pour dire non, tu vas continuer, tu as eu la chance de retrouver la force dans tes jambes, donc tu vas les utiliser pour t'assurer de garder la santé et d'inspirer, bien sûr, les gens autour de moi à le faire aussi. Puis on n'a pas toujours besoin soit d'un accident ou d'une mauvaise condition de santé pour se rappeler qu'on est chanceux puis que la vie... effectivement, la vie est fragile, donc il faut profiter de cette santé-là et en profiter pour utiliser les transports actifs, puis de marcher plus, de bouger plus, finalement. De se donner du temps pour soi. Oui, c'est ça. Parce que ce soit en transport en commun ou en transport actif, on a un moment privilégié envers soi-même pour se déconnecter de ce qui vient de se passer à la maison ou de ce qui vient de se passer au travail. Et je pense c'est vrai, hein? Ça permet de faire une pause. Oui. Puis on est moins vigilant que si on était en voiture.
à quelque part en prenant une marche ou en étant en vélo, là. Oui. Donc, moi, je pense... Peut-être pas en vélo, là. Mais il faut garder faut quand même garder une vigilance. Ouais. Mais, ouais, je pense qu'il faut le voir comme un moment privilégié, puis il faut décider de le mettre à l'horaire. Puis les gens qui l'utilisent de façon quotidienne, ils ont commencé avec un petit peu, puis à un moment donné, c'est devenu leur façon de faire. Fait que, qui sait? Absolument. Merci, Marie-Hélène Fournier, d'avoir participé, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Tu es kinésiologue en santé publique au CIS, donc, de la Côte-Nord, Centre de santé et services sociaux de la Côte-Nord. Merci encore. Merci de votre temps. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la mobilité durable, sur le laboratoire Bécomobilité, vous n'avez qu'à aller sur le site web de la Ville de Bécomo. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobilisation.